Si on prenait le temps, il est bientôt 17 h sur CNews. Nous sommes en direct pour prendre le temps de l'expression, le temps de la discussion. Aujourd'hui, avec Alexandre Jardin. Vous êtes écrivain, cinéaste. Vous avez toujours voulu la révolution politique, la révolution positive, la révolution culturelle. Vous avez été candidat à la présidentielle. Vous avez sorti une vingtaine d'ouvrages, dont le dernier qui s'intitule Double cœur, le peuple de l'amour fou. Un roman chez Grasset, on en parlera. On parlera d'ailleurs avec vous de la Constitution, de la politique d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'Emmanuel Macron manque d'amour? Ça, c'est un petit regard qui vous intéresse. Et on parlera de la révolution politique dont vous rêvez et de la révolution culturelle que vous avez envie de mener dans 48 heures. Et c'est à Paris. À tout à l'heure. On se retrouve dans un instant sur CNews pour parler de tout ça, si on prenait le temps, avec Alexandre Jardin. Si on prenait le temps ensemble, 1 heure avec Alexandre Jardin pour parler de la politique, votre regard sur l'actualité. Alexandre Jardin, écrivain, cinéaste. Et aujourd'hui, Alexandre Jardin, la Constitution fête ses 60 ans et Emmanuel Macron ne devrait pas tarder à arriver au Conseil constitutionnel pour faire un discours sur la Constitution. Maintenons cette Constitution, c'est la stabilité. Voilà, c'est ce qu'il devrait dire en tout cas. Mais avant de parler un peu de différents sujets, je vais vous montrer, faire écouter un petit sonore d'Emmanuel Macron qui a échangé ce matin à Colombey-les-Deux-Églises, où il était, avec les retraités. Vous savez, le petit-fils du général, tout à l'heure, en me faisant visiter la boisserie, Oui. m'a dit, on pouvait parler très librement, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est se plaindre. Ah bon? Eh bien, je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le général. Oui. Bah oui. Si vous savez, le pays se tiendrait autrement, ce n'était comme ça. Vrai. Non mais on ne se rend pas compte de la enfin, chance immense qu'on a. Ouais. Alexandre Jardin, arrêtez de vous plaindre. Ça vous plaît ça, hein, comme discours d'Emmanuel Macron, vous qui avez été candidat à la présidentielle? Comme tout le monde en ce moment en France, on a un malaise avec lui. Parce que, de manière répétée, je ne parle pas de cette petite phrase où on voit bien que quand les gens lui parlent d'eux, il répond au niveau de la raison. C'est-à-dire que quand une infirmière lui dit qu'elle a un problème de fin de mois, je l'ai entendu, on a vu les images, il répond qu'il n'a pas été élu pour creuser les déficits. Là, c'était plutôt Édouard Philippe qui l'avait dit, mais Oui. ils sont sur la même ligne. On va écouter tout à l'heure. Pareil avec celui avec l'horticulteur, le petit jeune, on va voilà. revenir tout à l'heure. Et vous dites, c'est un chef d'État, c'est normal qu'il parle aussi avec la raison? Non. Pourquoi? L'être humain est fait de cœur. Mais c'est pas un être humain, c'est un chef d'État. Oui, mais lorsque vous parlez à un être humain, vous le considérez. Oui, mais il est en même temps chef d'État. Tout à fait. Mais Charles de Gaulle, puisqu'il l'a cité, est un homme qui parlait toujours avec cœur lorsqu'il parlait de la France. Et c'est très fondamental, parce que si vous ne parlez pas au cœur, vous ne pouvez pas faire entrer la raison. Et c'est vrai que... Par exemple, là, avec les retraités... Donc ce n'est pas un problème de communication, c'est un problème c'est un problème d'homme. C'est que je suis à peu près persuadé qu'il ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il avait dit au jeune homme. On va écouter ça tout à l'heure en fin d'émission. On va faire justement un petit point sur... Mais je pense qu'il ne s'est même pas rendu compte. Il s'est dit que j'ai raison puisqu'il y a du boulot. Oui. Mais sauf que ce jeune homme... Et il a raison, parce qu'il y a du boulot. Oui. Mais pour vous, mais comme il a parlé avec les retraités, qu'est-ce qu'il aurait dû dire, par exemple, aux retraités je n'ai pas bien compris ce qu'il était parti faire là-bas. Je suis à toujours un peu Colombey. mal à l'aise lorsqu'on sort les cendres du général de Gaulle. Et c'est la première fois qu'il y allait. Certains disent qu'il aurait pu y aller avant d'être candidat à la présidentielle pour montrer son attachement au général de Gaulle. Et oui, donc pour vous, ça vous gêne déjà qu'il soit sur place, sur les cendres du général de Gaulle? Non, c'est pas ça. C'est qu'on a des problèmes extrêmement concrets. Les gens ont des problèmes extraordinairement concrets de mobilité, de retour au travail. Parce que, donc, est-ce qu'on leur parle sérieusement ou est-ce qu'on fait de la com? Et je pense que très sérieusement, plus personne ne supporte la com. Mais d'où qu'elle vienne. Les gens veulent des réponses extrêmement précises et savoir où on va, concrètement, et comment. Et non pas le cours de morale, c'est comment. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a toujours intéressé dans l'action politique, c'est pas quoi faire, parce que tout le monde est pour baisser le chômage, etc. C'est comment. Or, il faut bien qu'à un moment se mette en place une révolution du comment.
Vous avez été candidat à la présidentielle, justement, en 2017. Vous vouliez changer les choses, la révolution. Faire compter la France qui maîtrise le comment on fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens partout, des élus locaux, des entrepreneurs, des gens de l'économie sociale et solidaire, des associations, qui savent comment on fait pour réparer les fractures du pays. Et c'est vrai que ces gens-là, on les entend quasiment pas. Les politiques les citent très vaguement. On ne les écoute pas alors qu'ils ont des solutions concrètes. Et c'était ces gens-là que je voulais faire peser. Je vais prendre un exemple tout bête. Il y a en Alsace un extraordinaire programme qui s'appelle Ciel Bleu, qui a comme objectif de réduire les dépenses de la sécurité sociale en utilisant massivement la gymnastique ciblée. Ils ont un programme qui réduit de 90% les chutes dans les maisons de retraite. Et à la clé, donc, des milliards d'économies. Ciel Bleu se bat à main nue. Le système politique français n'a toujours pas proposé à Ciel Bleu un partenariat immense. L'Espagne le fait. Donc pour vous, il y a une trop grande scission entre le terrain, les citoyens, le peuple, les territoires, l'invention et l'État. Et la technostructure. La technostructure. D'ailleurs, on va écouter, lorsque vous étiez candidat à la présidentielle, vous étiez ici sur CNews et vous disiez justement qu'il fallait valoriser les territoires, valoriser le citoyen. Tous ces gens disent absolument stop au centralisme français. Stop. C'est à ce face-à-face avec la technostructure française, tout ce système central. Et donc, on a décidé de lancer les citoyens 1.fr, 1 parce que tout le monde compte. Dans une démocratie citoyenne, tout le monde va compter. Pour nous, la démocratie, c'est pas tous les 5 ans on file le bulletin, mais c'est pendant les 5 ans. Est-ce qu'on est capable de co-construire avec les professions? Est-ce qu'on est capable de co-construire avec les territoires en faisant un acte historique, un vrai changement de méthode en passant par nos territoires? Voilà, vous vouliez un vrai changement de méthode en passant par nos territoires. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a eu cette idée aussi, en passant par les territoires, selon vous? Non. La totalité des associations de maires, des présidents de régions, de tous les territoires français sont en sécession en ce moment. C'est un secret pour personne que le pays est en pleine recentralisation administrative. On est en plein... tout se décide à Paris et plutôt à l'Élysée. Or, si vous voulez développer un coin de territoire, ça ne va pas se décider rue de Bellechasse à Paris. C'est l'élu local qui vit avec les gens. Donc, tant qu'on sera dans la folie de croire qu'on peut agir tout en haut de la pyramide, au lieu de faire confiance. Moi, je connais des paquets de maires qui ont doublé leur population dans des zones rurales qui étaient a priori en chute libre. On ne les écoute pas. Ils ont un savoir-faire inouï. Ce sont eux les véritables moteurs. Vous êtes déçu de ne pas être candidat, de ne pas être à la présidence de la République? Je suis déçu pour l'instant que nous soyons encore collectivement capables, je dis bien collectivement, capables de faire confiance à des changements de bande d'énarques. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on change les noms, mais en réalité, la technostructure à Paris garde plus que jamais le pouvoir. Alors pourquoi pas si ça marchait? Mais ça aboutit à un désert médical, ça aboutit à tous les dysfonctionnements. Une chose est sûre, c'est que vous n'avez pas changé de discours. On va vous écouter encore sur le plateau de CNews lorsque vous étiez candidat à la présidentielle, justement sur ce sujet. Si vous votez pour eux, vous changerez d'énarque. C'est-à-dire que vous aurez le système habituel avec des gouvernements, des directeurs de cabinet, le Conseil d'État, le machin, ce centralisme dont tout le monde crève. Alors on y est. On y est. Pour vous, effectivement, vous l'avez prédit, on y est. Non, mais c'est très facile à prédire. Tant qu'on ne change pas notre système global, tant qu'on ne fait pas confiance, oui. Tout simplement au territoire, aux citoyens, aux professions, vraiment faire confiance. Par contre, vous vous dites, après, lorsque les gens sont très intelligents. Oui, c'est vrai, on ne fait pas confiance à ceux qui font sur le terrain suffisamment. Les associations, le mouvement Bleu Blanc Zèbre que vous avez créé, où vous rassemblez... Qui rassemble énormément de gens comme ça. Des actions positives sur le terrain qui ne sont pas suffisamment valorisées, qui se sentent délaissées. Je vous rejoins parfaitement. Par contre, après, lorsque vous n'avez pas réussi à réunir vos 500 signatures, après vous avez dit, je me suis trompé. Vous êtes trompé pourquoi? Vous êtes trompé de quoi? Vous regrettez? Je pense que c'était un peu tôt dans notre histoire
et qu'on est encore enlisé, je dis bien on, collectivement, encore dans une culture de la soumission à Paris. Ça fait un moment qu'on C'est cherche long. la décentralisation quand même, qu'on essaie de la prôner et que ça ne voit pas le jour. Oui, mais Donc quand vous dites je me suis trompé sur la candidature à la présidentielle, c'est que pour vous c'était trop tôt. on n'est peut-être pas encore collectivement Prêt. capable de se prendre en main, d'avoir confiance en nous, tout simplement, y compris les très grands leaders associatifs. Ils restent encore dans une position de suggestion face à l'État. C'est étonnant, alors qu'ils sont géniaux. Il y a un Très sujet, souvent. il y a un sujet dans l'actualité qui vous a marqué ce matin, la Cour des comptes et le déficit de la sécurité sociale. Alors, vous avez dit que voilà, la Cour des comptes... non, le sujet, l'article dans Le Figaro, on le voit ici, que pour baisser le déficit de la sécurité sociale, la Cour des comptes veut une hausse des taxes sur l'alcool. Et ça vous a fait bondir. Ça vous a fait sortir de vos gonds ce matin Mais parce oui. que vous avez vu ça. Pourquoi? Et parce que c'est hallucinant. Cet Qu'est-ce homme qui est vous gêne? élu Qu'est-ce ou qui vous pas? choque? Oui. Est-ce qu'il est élu ou pas? Non, A c'est la priori, non. technostructure A priori, d'État non, la Cour qui des veut. comptes, non. Donc là, c'est vraiment la démonstration de la technostructure et qui veut... Est-ce que la et Cour des tout- comptes... Elle n'a pas son mot à dire, la Cour des comptes, en même temps? Je voudrais que les politiques aient leur mot à dire. Ces gens sont élus par nous. C'est-à-dire que ce qu'a dit, par exemple, la Cour des comptes aujourd'hui, vous auriez préféré que ce soit Emmanuel Macron, l'Assemblée nationale, les députés... Des élus. Les élus. Des élus. Je voudrais que les politiques reprennent la main sur l'appareil d'État. Et là, on est C'est une tellement... démonstration. Mais c'est culturel en France. C'est-à-dire que ça fait... tout à coup, ça fait un article et personne ne bondit. Mais enfin, cet homme est qui? Il représente qui? Il est missionné par qui? Faut-il que nous ayons perdu toute culture démocratique, quoi? Je suis foncièrement démocrate. Et pour vous, la démocratie, c'est non à la technostructure. Mais encore... Non, mais un à autre- sa place. À sa place. Chacun à sa place. La Oui. Cour des comptes, restez à votre place. Les politiques Tout à font fait. votre boulot. Et les politiques Ce n'est pas écoutez leur le job de terrain. vouloir à la place du Et politique. c'est pas leur job à vous. Voilà, tout à fait. Encore un sujet qui vous a intéressé. Alors la loi, là, par exemple, justement, les députés, ils ont voté, ils ont fait leur boulot, ils ont voté la loi sur l'alimentation qui a été votée à l'Assemblée nationale, une loi qui vise à améliorer le revenu des agriculteurs en relevant le seuil de vente à perte. Ça a été voté il y a 48 heures. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que... Ça, c'est un sujet qui vous passionne aussi, hein, tout à fait. que vous avez choisi. Ça part d'un bon sentiment. Mais dans la réalité, c'est complexe. Et lorsqu'on y va avec les gros doigts de la loi et des règlements, en général, le terrain se défend et ruse. En même temps, on a besoin de la loi pour le cadre. Par exemple, bon, là... Oui, mais là, on avait une meilleure solution Oui. qui était issue du terrain, qui est la marque du consommateur. Alors, c'est quoi la marque du consommateur? C'est une initiative citoyenne géniale. Il y a un homme qui a rassemblé des gens sur Internet pour leur demander, vous êtes prêts à payer combien votre brique de lait pour que l'agriculteur de votre région puisse vivre dignement? Et ils ont lancé cette marque du consommateur, ils ont été voir la grande distribution, ils avaient un objectif fou, qui leur semblait fou au début, d'en vendre 7 millions, ils en sont à 65 millions De briques de lait de vendues? briques de lait. En fait, le consommateur, la ménagère, les citoyennes, quand elles font leurs courses, elles préfèrent voter avec leur carte bleue. Elles préfèrent soutenir les éleveurs laitiers en achetant cette brique de lait. Donc, Et vous êtes en train d'expliquer que sur le C'est- terrain, il y a encore une fois, il y a des initiatives qui Voilà. sont puissantes, Puissantes. pendant que de l'autre côté, l'Assemblée nationale fait des lois qui ne sont pas forcément en connexion suffisante avec le terrain. ce ne sont pas des pros, là. C'est-à-dire que là, on a une expérience qui a fait ses preuves. Oui. Il vaut mieux soutenir un système issu du terrain qui fonctionne. On va regarder justement comment ça Et fonctionne. c'est la marque des génial. consommateurs. C'est génial. absolument, c'est enthousiasmant. Alors, on regarde quelques secondes juste pour regarder comment ça marche, la marque des consommateurs.
Voilà, la marque du consommateur, voilà une initiative. Et ça nous rend acteurs. Ça nous rend acteurs. C'est-à-dire qu'on peut agir. On peut aller au supermarché du coin et choisir son lait et agir. Et ça fonctionne. Et ça marche et mais les gens aiment. Tout ce que j'aime, c'est que les gens soient acteurs. Que les gens soient acteurs. On va regarder justement le décompte de la brique de lait que vous expliquez, justement. Ce que les gens, vous dites sur le terrain, ce qu'ils aiment, c'est qu'ils ont la transparence sur le prix, sur tout le prix de la brique de lait. À qui va les 5 centimes, la TVA, les 5 centimes, c'est qui le patron, c'est la société des consommateurs, etc. Le producteur, combien il a sur la brique de lait. Et ça, c'est un système qui part du terrain, qui fonctionne, qui explose et qui est complètement déconnecté, justement, comme vous dites, un peu de la technostructure. Vous avez envie... Qui réussit là où 30 ans d'énarques ont échoué. Voilà. Ça marche. On a l'impression que vous voulez une contre-société en permanence. Oui. C'est ça. Plus vivante. Plus vivante. Plus joyeuse, plus actrice, plus osante, plus culottée, c'est notre unique essai sur Terre. Hein. Il faut que notre époque soit grande. Donc, c'est vrai que je suis toujours du côté des gens qui essaient de vivre, qui essayent de réinventer la vie. D'agir, de réinventer. Et de rendre les autres acteurs. De rendre les autres acteurs. C'est ce que vous voulez faire avec votre livre Double cœur. Et parce que vous voulez faire non seulement avec la sortie de votre livre, en dehors du livre, vous l'avez là aussi envie de faire une contre-société, de faire une sorte de révolution. Dans 48 heures, vous commencez à Paris pour quelques mois. Et expliquez-moi, parce que là, c'est aussi une de vos idées c'est mon roman qui révolutionnaire. sort chez Grasset et qui raconte l'histoire d'une communauté. Et qui naît en 1947 parce qu'une femme... L'histoire d'un couple de juifs qui se sont rencontrés juste avant la Seconde Guerre. Ils se sont aimés en Pologne, ils sont juifs, et ils ont été faits prisonniers dans le ghetto de Varsovie. Au moment de l'attaque du ghetto de Varsovie, au milieu du cauchemar sanglant, ils se sont perdus. Et quasiment tout le monde a été tué, mais elle a réussi à survivre et à gagner la Suède. Et elle a attendu la fin de la guerre, c'est une histoire vraie. Elle a attendu la fin de la guerre, qu'un miracle ait lieu, et évidemment, il n'est pas revenu. Tout le monde est mort quasiment. Et en 1946, elle est allée à Varsovie pour régler des problèmes de papier, et à l'angle d'une rue, elle s'est cognée contre son mari. Et l'un et l'autre venaient de se remarier, ils ont divorcé, ils se sont réépousés. Et en 1947... cette femme qui a eu de l'amour, une expérience inouïe, va écrire un petit livre qui est publié à Buenos Aires, qui s'appelait Doble Corazón, et qui propose de reconstruire notre société en mettant l'amour au premier plan. C'est un peu ça que vous avez envie de dire à Emmanuel Macron, remettez l'amour au premier plan pour reconstruire notre société. C'est-à-dire que ce qui est, pardon, je touche le micro, je touche à tout, mais ce qui est intéressant, c'est que... J'ai surtout envie de le dire aux gens plutôt qu'à Emmanuel Macron. Non, mais c'est ce que vous avez dit aussi tout à l'heure. C'est ce que vous avez dit aussi. Vous avez envie de le dire à tout le monde, même aux politiques. C'est-à-dire que si vous voulez reconstruire la société aujourd'hui... il faut partir de là. Il faut partir de là. Bien sûr. Mais avec ambition. Et avec ambition. Avec ambition. Or, dans le roman, mon héros va s'apercevoir que ce livre a fait son chemin et que c'est créé un peuple de l'amour fou qui vit en ce moment autour de nous. Et il va les découvrir, il va découvrir leurs mœurs, comment ils font pour maintenir la passion en permanence, comment ils font pour que l'amour-création l'emporte dans leur vie. Parce que pour mes doubles cœurs, pour les doubles cœurs, aimer, ce n'est pas un sentiment, c'est une action. Et donc, ils mettent en place tout un système de vie de manière à injecter dans leur vie une dose extraordinaire d'érotisme, extraordinaire de tension dramatique. Pourquoi est-ce que la logique d'un thriller serait réservée à la fiction? Ils le font dans la vie réelle. Ils introduisent un suspense dans leur propre vie de couple. Et il y a eu un miracle. Pendant que j'écrivais Double Cœur, j'ai été voir un homme qui s'appelle Didier Rapaport, qui est un des empereurs de l'industrie du net, et qui a eu une appli qui s'appelle Appen. Et je lui raconte ça. H-A-2-P-N, une appli gratuite, sinon on n'en parle pas, on n'est pas là pour faire la promo des applis. Et il me dit, voilà, il y a des millions de gens, toi tu as le récit, oui. J'ai l'outil pour que les gens qui vont lire ton livre puissent se géolocaliser et puissent se rencontrer. Et donc tout à coup, on met ça en place, et si vous allez sur l'appli, vous pouvez
appuyer et dire que vous partagez la folie d'un roman. Donc, ce qui est intéressant, ce que vous Le voulez dire à roman, travers ça part d'un roman. c'est que Et vous c'est- voulez révolutionner la société, révolution culturelle, que le livre et le numérique puissent se rejoindre. Tout à fait. Et que les hommes et les femmes puissent se retrouver autour de valeurs. Autour de valeurs. Valeurs de littérature, Oui. valeurs tout court, D'un valeurs romantisme d'amour. fou, d'un ambitieux, romanesque, drôle, joueur, espiègle. Et ça veut dire que lorsque les gens, par Le exemple, retour du XVIIIe siècle. ça veut dire que lorsque les gens se retrouvent justement par amour, ça rajoute un petit plus, une petite valeur ajoutée parce qu'ils partagent justement ces valeurs du livre. S'ils passent par là, ils vont pouvoir se trouver. Parce que vous pouvez lire le roman et vous dire « je vivrai bien comme dans le livre », mais si vous ne trouvez pas, vous ne trouvez pas. Et surtout, toute notre idée, c'est de ramener les gens vers les librairies. Vous avez envie Ils de se ramener les rencontrent. jeunes vers les librairies. tout à C'est fait. utopique, c'est complètement fou et c'est irréalisable, mon cher Alexandre. C'est pas Non, possible. pas en passant par là. C'est-à-dire C'est-à-dire que samedi, par exemple, oui, dans 48 heures, dans 48 heures, à 17 heures, au drugstore de Paris, il y a une librairie. On va faire la première réunion des double cœurs et on a lancé un énorme concours pour que 6 expériences de double cœur soient gagnées par les gens qui viendront. C'est-à-dire que les gens vont repartir avec un livre et peut-être des billets pour New York, pour un petit déjeuner à Venise, un abonnement de fleurs, pour être inondé de fleurs pendant 1 an. Je veux qu'on sorte des librairies avec de la rêverie, avec de la folie. Déjà qu'on y arrive aux librairies, Oui. parce qu'on n'y va plus. Donc déjà, vous voulez que les gens arrivent aux librairies et Ça va être ressortent fou. effectivement... Au drugstore, samedi à 17h, ça va ressembler à tout sauf à une présentation classique de livre. J'ai prévu toute une mise en scène. Il y aura un De 45 suspense minutes. hallucinant. Et ça, vous allez le faire non seulement à Paris, mais en plus dans plusieurs villes et jusqu'à Oui. Noël, à peu près. Vous allez Pendant sur plusieurs ma mois, page plusieurs Facebook et semaines. vous avez la liste de toutes les villes. Et ça commence la semaine prochaine près de Lyon jeudi, à Lyon le jeudi, à Strasbourg, à Lyon le vendredi, samedi à Strasbourg. On va créer un peuple de l'amour fou dans nos librairies. Et à partir d'un roman. Vous êtes amoureux? Oui. Depuis combien de temps? Joker. Je le suis extrêmement. Vous êtes amoureux de l'amour ou bien vous êtes amoureux tout court? Mais les deux. Les deux. Amoureux de l'amour, on change de partenaire tout le temps. Amoureux tout court, on change pas de partenaire. Oui, il y a une énorme différence. Donc, mais non, Joker. quelle est la plus belle preuve d'amour que vous ayez reçue? C'est ce qu'une femme peut inventer pour un homme ou ce qu'un homme peut inventer. Dès que je vois... dès que l'on fait de son quotidien un chef-d'œuvre, je me dis qu'on est dans la vérité. On est absolument né pour ça. Regardez, tout à l'heure, c'est extraordinaire. Parce que vous prenez vraiment l'amour dans la société pour reconstruire cette société décousue. Regardez, je reçois... parce que là, en ce moment, sur les réseaux On est sociaux... en direct, il est 17h32, que recevez-vous? Regardez, juste avant d'arriver, un homme me dit « Cher Alexandre, ma plus précieuse amie fait actuellement un tour du monde. J'ai promis à son départ de la rejoindre le jour de son anniversaire, où qu'elle soit sur le globe. Ce sera la Thaïlande, je pars ce soir, et quelle autre lecture que ceci dans l'avion. Merci. » Et il y a une Excellent. photo du livre. Excellent. C'est-à-dire que tout à coup, cet homme se conduit en double cœur. Vous voulez créer du lien. Du Et de la lien dans la poésie. société. Du lien de la. Voilà. Oui. Vous parlez de l'ivresse de la routine. J'y crois pas du tout, à l'ivresse de la routine. Vous parlez de vivre en couple, c'est être capable de s'ennuyer ensemble. Vous y croyez vraiment Momentanément. dans votre livre? Pardon? Momentanément. Momentanément. Momentanément, puisque très rapidement, mes double cœurs remettent un suspense extraordinaire. Et puis, il joue avec tout. Et il me semble que quand, dans un couple, le jeu s'en va, quelque chose d'essentiel, de fondamental s'en va. Ils inventent notamment le vocabulaire dont ils ont besoin. Et ce que je trouve fabuleux, c'est que quand je demande, sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, quand je demande aux gens d'inventer les mots qui manquent à l'amour, de faire comme les double cœurs du roman, Ils disent quoi? il y a un déluge de vocabulaire. C'est fou ça. Mais un déluge. C'est-à-dire que les gens réinventent la langue, réinventent les subtilités d'un sentiment amoureux. On vit dans une époque extraordinaire. Et ça ne se voit pas.
Vous prenez l'amour pour révolutionner la société, révolutionner, rapprocher le peuple. Et on va parler tout à l'heure de Emmanuel Macron qui parle un peu trop avec la raison, pas assez avec le cœur. Et ça, c'est votre analyse. Je retiens une petite phrase du livre. Inutile de reverser de l'eau chaude sur un mauvais thé. Vous allez nous dire, est-ce que ça peut s'appliquer à Emmanuel Macron? On se retrouve dans un instant pour parler de l'actualité. Votre regard nous intéresse sur l'actualité, la réforme constitutionnelle. Gérard Collomb, que vous allez peut-être croiser à Lyon lorsque vous allez suivre, lorsque vous allez parler de votre livre. Est-il double cœur? Et vous allez nous parler de cette passation de pouvoir qui vous a marqué, qui vous a choqué, cette passation de pouvoir. Vous allez nous dire pourquoi dans un instant. Restez sur CNews si on prenait le temps. 17h41, nous sommes en direct sur CNews si on prenait le temps avec Alexandre Jardin, ancien candidat à la présidentielle qui veut faire la révolution de la société, la révolution culturelle, tout. On en reparle dans un instant. Emmanuel Macron, quant à lui, va célébrer les 60 ans de la Constitution de la Ve République. Il devrait arriver d'un instant à l'autre au Conseil constitutionnel. On voit l'image ici. Il devrait faire un discours. On attend ce discours que vous allez suivre, en tout cas des extraits certainement dans un instant, peut-être sur CNews. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que ce matin, Emmanuel Macron était à Colombey, les deux églises, justement, pour célébrer la Constitution dans le fief du président, de l'ancien président de la République, le général de Gaulle, qui est à la base de cette 5e Constitution. Et il y a 60 ans, cette Constitution était effectivement lancée par le général de Gaulle. Voici un sujet sur ce thème d'Anthony Favali. On revient dans un instant avec Alexandre Jardin sur ce sujet. C'est donc une république nouvelle. Une république nouvelle, avec des moyens renforcés pour l'exécutif. Car c'est pour mettre fin à la toute-puissance de l'Assemblée nationale et à l'instabilité des gouvernements que le général de Gaulle a élaboré cette constitution en 1958 avec le garde des Sceaux Michel Debré. 60 ans plus tard, du côté des députés, même si l'on reconnaît la solidité des institutions, on sent parfois une petite pointe de frustration. Il y a une hypertrophie de l'exécutif qui se renforce d'année en année et qui devient vraiment oppressant. Pour moi, elle n'est pas un outil de transformation sociale du pays qui permet d'impliquer, d'inclure les citoyennes et les citoyens. Mais nos députés connaissent-ils si bien leur constitution? On les a testés en commençant par l'article 1er. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Résultat... Ah, vous allez me coller, tiens. Non, mais non, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est l'article 1er? On n'en parle jamais. Ça y est, je vais pas y arriver. La souveraineté, c'est sur la souveraineté nationale de mémoire. J'ai dire une et indivisible, mais oui, ça. Décentralisé, etc. Pour les députés, il faudra potasser encore un peu pour rendre hommage à ce texte qui a fait de la Ve République l'une des plus longues de l'histoire de France. Eh bien voilà, on est à l'Assemblée nationale, on fête les 60 ans de la Constitution et personne ne connaît le premier article de la Constitution. Ça vous choque, Alexandre Jardin? Non, nous ne sommes pas des juristes. Ce qui me choque un peu plus, c'est qu'effectivement des gens qui sont censés voter la loi... Parfois même anciens ministres. Oui, oui. Oui, c'est un peu troublant. Oui. Mais en revanche, ce qui me choque, c'est que c'est l'acharnement de Macron à vouloir changer cette Constitution. Parce que je n'ai jamais rencontré dans la rue quelqu'un qui m'ait dit « j'ai un problème avec la Constitution ». Vous en avez, vous, rencontré? Pas tout à fait. Des députés peut-être, des revanche, ministres. Des gens qui ont des problèmes très concrets, j'en connais beaucoup. Donc vous dites pouvoir d'achat, emploi, etc. Mais la Constitution, c'est très loin de la réalité des Français? Oui. Trop loin. C'est très irréel. D'aller consacrer une énergie énorme à quelque chose qui n'est pas dans l'ordre des priorités d'un pays fracturé, d'un pays qui, quand même, dans plein d'endroits, est vraiment au bord de la révolte depuis longtemps, c'est quand même très troublant. C'est frappant que personne ne rentre dans son bureau et lui dise « mais enfin, parlons de trucs sérieux ». Alors c'est intéressant parce que... Enfin, pas sérieux, mais urgent. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Oui. En même temps, il y a beaucoup de présidents de la République qui ont toujours voulu amender, réformer la Constitution. Le seul qui ne l'a pas fait, c'est François Mitterrand, qui avait beaucoup critiqué la Constitution et quand il est arrivé, il ne l'a pas fait. Mais cette Constitution, lui, ce qu'il veut changer, Emmanuel Macron, c'est réduire le nombre des parlementaires, réduire un tiers des membres du CESE, Conseil économique et social, mettre une dose de proportionnelle aux législatives, la suppression de la Cour de justice de la République. Ça ne touche pas les Français pour vous?
Sérieusement Pour vous, on est déconnecté de la... On a 6 millions de gens au chômage. Toutes les familles, soit on est touché soi-même, soit autour de soi. On a des problèmes de logement qui sont légèrement urgents. On a des problèmes enfin, on manque pas de problèmes. Mais extrêmement concrets. Donc, comment on s'en sort? Comment on fabrique plus de logements? Comment on réduit le prix des loyers pour rendre du pouvoir d'achat? Comment C'est ça le concret. Oui. Et ça, on passe à côté, selon vous? Je ne sais pas. Moi, j'ai construit un programme avec la Ligue de l'enseignement et les associations familiales qui s'appelle Lire et faire lire. On emmène les retraités pour transmettre le plaisir de la lecture aux enfants, pour les vacciner contre l'échec scolaire. On touche 700 000 enfants. On a presque 20 000 bénévoles. Comment on pourrait nous aider pour passer à 50 000 comment on peut augmenter le nombre d'enfants qu'on va vacciner contre l'échec scolaire? Enfin, ça c'est du concret, de la réalité. C'est extrêmement concret. Alexandre Jardin, est-ce que l'un n'empêche pas l'autre? Est-ce que si on réduit justement le nombre de parlementaires, justement, ça ne va pas peut-être un peu décentrer ce pouvoir un peu trop jupitérien à l'Élysée? Vous n'y croyez pas? Mais vous pouvez changer le nombre de députés. Quoi qu'il arrive, l'équilibre des pouvoirs fait qu'en ce moment, le Parlement, comme quelqu'un le disait dans le sujet, ne compte quasiment pas. Donc vous pouvez vous amuser. Ça ne va pas. Non, ça ne va pas changer cet équilibre-là. En revanche, vous avez des gens qui pilotent les communes qui ont véritablement besoin de marge de manœuvre, véritablement besoin qu'on leur fasse confiance. Il a suffi d'1 an de présidence de Macron pour que quasiment tous les élus locaux français se liguent contre l'État. Ça veut quand même dire quelque chose. Ça renforce sur ce que tout votre discours que vous aviez lorsque vous étiez candidat à la présidentielle. Mais parce que la vie a lieu dans les territoires. Elle n'a pas lieu dans le 7e arrondissement. Et comment est-ce que vous expliquez justement cette séparation entre l'État et les territoires, entre la priorité des Français et justement ce 60e anniversaire de la Constitution? Comment ça s'explique? Comment ça s'explique que vous voyez peut-être clair et on a l'impression que l'État ne voit pas clair? Je crois que tout le monde le sent. Dans les territoires, tout le monde sent bien que Paris est devenu un problème. D'abord, tous les élus locaux le disent. Mais on a un problème général, un problème culturel, de soumission à l'État. Et c'est un vrai problème identitaire. C'est que vous pouvez avoir des révoltes des élus locaux. Tout à coup, Macron, par exemple, arrive l'année dernière au Salon des maires et il les retourne en faisant des selfies. Non mais tellement le Français n'est pas sûr de lui. Donc on est trop soumis à l'État. Emmanuel Macron... Oui, mais nous tous. Oui. Il n'y a pas un méchant quelque part. Non, j'ai bien compris. Emmanuel Macron qui le retourne avec un selfie, mais par contre, Emmanuel Macron, il n'a pas retourné avec un selfie le jeune horticulteur. Vous avez souvent évoqué pendant notre discussion cet échange. On va le réécouter. Vous nous direz pourquoi cet échange vous choque. Si vous êtes prêt et motivé, je veux dire, dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Vous faites une rue, là, vous allez à Montparnasse, par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés et les restaurants. Franchement, je suis sûr qu'il y en a 1 sur 2 qui recrute en ce moment. Alors là, on a un chef de l'État sur le terrain, non? C'est ce que vous voulez? Ce qui me choque, c'est que il a raison sur le plan de la raison. C'est vrai qu'il y a du boulot dans le bâtiment et dans l'hôtellerie. Mais sauf qu'il parle à quelqu'un qui vient de dire qu'il avait un projet et qu'il était engagé dans ce projet-là. Et tout à coup, il lui dit « mais vous n'existez pas. Le marché dit que... » Votre projet n'existe pas. Oui, votre projet n'existe pas. Vous-même, donc, vous n'existez pas. C'est-à-dire qu'il lui parle au niveau de la raison. Or, la politique, c'est quand même l'art de parler à des êtres humains, pas à des équations. Ce que je disais tout à l'heure, est-ce que là, il est chef de l'État, il parle devant des micros et des caméras, est-ce qu'il ne devrait pas aussi s'adresser par ricochet à toute la France qui le regarde? Oui, mais toute la France qui regarde, ce sont des êtres humains réels. Ce ne sont pas des gens interchangeables, ce ne sont pas des numéros. C'est très important que l'on gouverne en considérant
la personne qui existe en face de vous. Donc vous êtes un peu comme beaucoup de personnes, des députés, des politiques, qui disent qu'il est Complètement déconnecté, quoi. déconnecté, manque d'empathie, voire arrogance, manque d'humilité. Même Gérard Collomb l'a dit. L'image est extraordinaire parce qu'on voit bien sur l'image qu'il ne se rend même pas compte qu'il parle, qu'il est complètement décalé. En même temps, il ne se rend pas compte, mais tout à l'heure, on a commencé l'émission avec cet extrait où il rencontre les retraités ce matin, et aux retraités, pareil. Il dit aussi, vous, les retraités, arrêtez de vous plaindre. Et il leur file une leçon de morale. Et pour autant, si on regarde le dernier sondage, Alexandre Jardin, plus de points par rapport à septembre, un sondage qui a été fait fin septembre, petite remontée, sondage IFOP qui documentait qui montre un léger rebond en fait du chef de l'État à 33%, un sondage qui a été réalisé le 26-27 septembre. Alors, au fil des mois, ça peut bouger un peu. Oui, on est d'accord. En revanche, il a perdu, il est parti de 64%. C'est sûr, on est d'accord. Donc, quand vous perdez en route un tiers d'un peuple, un tiers. À 15 mois? Oui, un peu plus d'1 an. C'est ennuyeux. Oui, comme vous dites, ça veut dire profondément quelque chose. Un tiers, c'est énorme. Je vais vous montrer. Il ne s'agit pas d'une variation de 1 ou 2 mensuels. Il y a autre chose qui vous a surpris, la passation de pouvoir plutôt glaciale entre Gérard Collomb et Édouard Philippe. Et là, Gérard Collomb a dit une petite phrase qui vous a fait aussi sortir de vos gonds. On écoute cette petite phrase. Juste la petite phrase, juste la petite phrase. Monsieur le Premier ministre, si j'ai un message à faire passer, je suis allé dans tous ces quartiers, des quartiers nord de Marseille, au Mirail à Toulouse, à la périphérie parisienne, Corbeil, Aulnay, Sevran, c'est que la situation est très dégradée. On ne peut plus continuer à travailler commune par commune, qu'il faut une vision d'ensemble pour recréer de la mixité sociale. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Qu'est-ce qui vous surprend? Il fait un discours, au moment où il parle réellement du réel. Et c'est un homme très informé, beaucoup plus. Le plus informé de France, là, il est ministre de l'Intérieur. Et il décrit quand même un pays tel que moi je l'ai vu depuis 5 ans, de très près, c'est-à-dire extraordinairement déchiré. Donc vous êtes en phase? Oui. Mais c'est énorme qu'un homme de son importance prononce ces mots-là sans qu'il y ait une espèce de prise de conscience de l'énorme gravité de la situation. Ça veut dire qu'un demi-mot, il veut dire qu'on est au bord d'une guerre civile presque? Ça ressemble beaucoup à ça, ce qu'il dit. Donc on va devoir stimuler, mettre en place un maximum de programmes pour réellement, pour de vrai, résoudre les problèmes, pour de vrai refaire du lien. Or, la base de tout ça, ce sont les rapports hommes-femmes. C'est la base d'une société. Je dis ça parce que j'ai été très frappé autour de moi. En écrivant mon roman, j'ai parlé avec énormément de gens. Et énormément de mes amis qui utilisent des applis de rencontre se retrouvent face à des rapports extrêmement violents, hommes-femmes, extrêmement peu respectueux, alors qu'elles cherchent un lien réel, du lien réel. Et vous dites que pour le lien, c'est le rapport homme-femme. C'est ce dont on a parlé effectivement pendant une heure, c'est la base. Oui. Bon, juste avant de vous dire, un dernier mot rapide. C'est pour ça que publier un roman qui parle du lien homme-femme et de la nature, est-ce qu'on reste ambitieux? Est-ce qu'on est capable de réinventer nos rapports dans un respect poétique? C'est une question politique au sens le plus élevé du terme. Question politique au sens le plus élevé du terme. On en reparle certainement avec vous, Nelly Denac, puisque vous allez prendre la main dans un instant pour le 18h. Qu'est-ce qu'il y a au programme, ma chère Nelly?
Christine, alors évidemment, on va reparler de l'interview qu'a accordé Gérard Collomb à Jean-Pierre Elkabbach ce matin. Il est revenu sur les dessous de son départ de la place Beauvau. Et puis, on évoquera forcément le déplacement d'Emmanuel Macron dans la foulée à Colombey-les-Deux-Églises, aujourd'hui pour un anniversaire, le 60e de la 5e République. Et puis, évidemment, on reparlera de la fermeture programmée de la centrale de Fessenheim, avec là aussi un certain nombre d'interrogations. C'est dans un petit instant. Excellente soirée à vous. Merci Nelly Denac, il est 17h55 sur CNews. Merci beaucoup Alexandre Jardin d'avoir partagé avec nous cette passion, ce regard très critique et vif et clair sur l'actualité et sur la politique que vous n'appelez pas communication d'Emmanuel Macron. Il faut parler avec son cœur, c'est ce qui lui manque. Merci encore. Et tout de suite, le 18h, c'est sur CNews si on prenait le temps.